Un accord a été trouvé sur le Brexit, il provoque beaucoup de remous en Grande-Bretagne, il suscite beaucoup d'interrogations en France. On va en parler aujourd'hui avec le secrétaire d'État chargé de l'Europe et des Affaires étrangères auprès du ministre, évidemment, Jean-Baptiste Lemoyne. On va aussi parler de ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Alors, séparation en douceur finalement sur le Brexit, semble-t-il, ça vous satisfait ? En tous les cas, chapeau à Michel Barnier qui depuis 17 mois s'emploie à négocier avec la Grande-Bretagne, pas contre, avec. Et donc on a aujourd'hui un texte de 585 pages, 3 protocoles, des annexes. Donc tout ça est technique, on doit prendre le temps de l'expertiser, mais le fait de cheminer vers un accord est une bonne chose. Vous avez eu le temps de le lire ? Est une bonne chose plutôt que de ne pas avoir d'accord. Vous avez eu le temps de le lire ? Pas complètement encore. On est en train de regarder ça de près, en vue notamment du sommet européen qui a été annoncé pour le 25 novembre. D'accord, la semaine prochaine. Voilà, parce que naturellement, nous devons nous assurer qu'un certain nombre d'intérêts nationaux européens se retrouvent bien dans cet accord. Les Britanniques ont voté le Brexit, mais ils restent dans le marché européen ? Alors, ce qui a été effectivement défini pour, vous savez, aller au-delà de cette difficulté qui était la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc pas de frontière physique. Pour respecter les accords du Vendredi Saint, eh bien, c'était de faire en sorte qu'il y ait désormais cette union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait du coup une équité aussi et qu'un certain nombre de règles sociales, environnementales de l'Union européenne continuent à s'appliquer effectivement au Royaume-Uni. Quel intérêt pour les Britanniques justement qui étaient favorables au Brexit, qui voulaient s'affranchir de ces règles? Mais ça veut dire que là, on est dans une situation qui est une situation transitoire jusqu'à 2020 et dans ce cas et après, une fois que le Royaume-Uni, après le 29 mars 2019, a quitté l'Union européenne, s'enclencheront des discussions pour la relation future. Quel type de relation future? Un accord de libre-échange. C'est pas un accord pérenne, c'est un accord qui va durer 2 ans. Tout à fait. On est sur une situation transitoire qui pourrait être renouvelée une fois et qui permet de travailler à la relation future. En tous les cas, ça évite le hard Brexit, c'est-à-dire le pas d'accord. Mais alors, écoutez, plein de pays européens... Et donc, que ce soit les citoyens britanniques, européens, les entreprises britanniques, européennes, françaises, comme ils veulent, pourront ainsi... tout simplement continuer à avoir des relations qui soient le plus simples du monde, dans l'attente de cette relation future qui va être négociée, cet accord de libre-échange. En fait, ils ont un pas dedans, un pied dedans et un pied dehors, en fait, là. Mais en fait, ils seront spectateurs d'un certain nombre de choses, parce que... Mais de quoi, par exemple? Parce que d'où ils sortent? Être membre de l'Union douanière, ça veut dire que le Royaume-Uni doit appliquer la politique commerciale définie par l'Union européenne, sans qu'il soit présent à partir de mars 2019 à la table des négociations. C'est ça la grande différence. Donc, c'est vrai que, du coup, d'ailleurs, ils sont un peu moins maîtres de ce point de vue-là de leur politique commerciale. Mais ils ont accès au marché. Et donc, il est très important de vérifier que les conditions d'équité soient là et qu'il n'y ait pas, du coup, de dumping de la part des entreprises. Il y a plein de pays où les peuples sont quand même assez en colère contre l'Europe. Je pense à l'Italie, je pense évidemment à des pays d'Europe centrale. Ils vont dire, mais on va faire comme les Britanniques, c'est-à-dire que on va s'affranchir de cette règle, mais on continuera à avoir le marché pour nous. Mais attendez, on est là dans une situation transitoire, le texte le précise bien. Ça ne peut pas faire des petits, ça ? En attendant de négocier une relation future. Donc, vous savez... Est-ce que ce sera négociable, cette relation future ? Mais regardez, par exemple, en termes financiers, le Royaume-Uni va devoir s'acquitter d'un certain nombre de milliards vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, je crois qu'il faut, vis-à-vis de celles et ceux qui seraient tentés, vous savez, beaucoup de Britanniques... Ça, l'enveloppe, elle est payée quand, cette enveloppe-là ? Beaucoup de Britanniques... Attendez, parce que la question, c'était, est-ce que d'autres pays pourraient être tentés d'aller vers un exit ? Je crois qu'il faut regarder les choses. Beaucoup de Britanniques se mordent les doigts, quand même, du vote. Parce que il faut dire les choses. Il y a une campagne qui, à l'époque, a aussi véhiculé nombre
de vérité ou contre-vérité. Et d'ailleurs, un certain nombre de leaders de l'exit, à l'époque, comme Nigel Farage, derrière, se sont planqués, une fois que le vote a été acquis. Donc, ce que je veux dire, c'est que les pays qui, éventuellement, ou les peuples qui seraient tentés par l'exit, ils doivent aussi comprendre que dans la mondialisation, telle qu'elle est, redevenir un confetti, eh bien, c'est pas être fort. Être fort aujourd'hui, c'est exercer notre souveraineté nationale à travers une souveraineté européenne. Le chèque anglais, il va être signé quand? C'est combien de milliards? 45 milliards? Tout ça est naturellement consigné et voilà, une fois qu'ils partiront, naturellement, il y a un certain nombre de règlements qui seront faits. Pendant la période transitoire? On va regarder, on est en train d'expertiser le texte, donc voilà, je vous dirai ça une fois que nous aurons expertisé l'ensemble des documents. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, il y a un coût financier pour le Royaume-Uni, il n'est pas indolore. Alors, ça provoque énormément de remous en Grande-Bretagne, entre ceux qui estiment que, justement, ils voudraient s'affranchir complètement de l'Europe, tel Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a des démissions en pagaille. D'autres qui disent, si c'est pour avoir une Europe au rabais, il fallait mieux rester dedans. Vous n'avez pas peur que Theresa May, parce que ce n'est pas encore conclu cette histoire-là, que Theresa May soit victime d'une crise politique? Alors, Theresa May, avec beaucoup d'engagement, a reçu, je crois, tous les membres de son cabinet hier. Les 2 tiers la suivent dans cette démarche. Un tiers, manifestement, ont exprimé des réticences. On va voir comment ça se traduit au Parlement, effectivement. Il faut un vote et du Parlement européen et du Parlement britannique. Mais en tous les cas, on voit bien qu'effectivement, certains sont en embuscade pour peut-être essayer de faire chanceler la Qu'est-ce qu'une crise politique aurait pour conséquence? Mais si Mme Theresa May tombe, par exemple. Ce que je vois, c'est qu'elle a su, tout au long des derniers mois, déjà, maintenir justement en activité et en vie un gouvernement qui avait des difficultés. Et donc, voilà, moi, je ne préjuge pas de l'avenir, au sens où il peut y avoir aussi au Parlement un débat autour de l'intérêt général britannique, parce que ne pas avoir d'accord, encore une fois, ça a sûrement des conséquences encore plus importantes que d'avoir un accord qui est peut-être jugé imparfait par certains, mais pas d'accord du tout. C'est pour eux également très dur. Qu'est-ce que ça aurait changé d'avoir une frontière physique entre l'Ulster et l'Air, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud? Là, ça fait, si vous voulez, on se réfère naturellement au conflit qui, pendant des années, quand même, a touché dans leur chair. Ça a des conséquences sur la paix. Et donc, naturellement. Mais sur le commerce. Et donc, c'était le sujet majeur, il était celui-là. Maintenant, en matière de commerce, peut-être qu'un certain nombre de dispositifs techniques permettent, on fait des progrès, de faire en sorte que les marchandises circulent bien tout en ayant de la traçabilité. Mais il était important de respecter ces accords liés à la situation en Irlande, et on le comprend. D'accord. Est-ce que les intérêts de l'Europe sont préservés dans cette histoire ? Oui, les négociateurs, je pense que les négociateurs de part et d'autre avaient leur mandat et que Michel Barnier a porté vraiment les intérêts, la voix des Européens. Et d'ailleurs, lorsque parfois il y a peut-être eu des tentations britanniques de faire s'exprimer individuellement les États membres, tous à chaque fois disaient c'est Michel Barnier le négociateur. Et voilà, un gros travail a été accompli. D'accord. Chapeau. Est-ce que les Britanniques et l'économie britannique souffrent déjà de ce vote en faveur du Brexit? Indéniablement. Oui, vous le ressentez? Mais j'ai rencontré dernièrement des responsables français dans des entreprises multinationales, notamment britanniques, et ils me signalaient qu'un certain nombre d'investissements n'étaient plus faits au Royaume-Uni, que du coup un certain nombre de localisations de sites se faisaient sur le continent européen, et la France, qui a fait un certain nombre de réformes et fiscales et en droit du travail d'ailleurs, devient attractive. Il y a eu beaucoup de transferts de sièges d'entreprise en France. Nous avons... Vous avez les chiffres? Nous avons, coiffé au poteau la Grande-Bretagne en matière d'attractivité, et ça c'est une donnée très récente, et la France, à nouveau, crée plus d'usines qu'elle n'enferme, et donc véritablement il y a un momentum aussi pour la France et pour les Européens. Alors la France, eh bien tout le monde parle que de ça, c'est samedi. La manifestation des Gilets jaunes qui ne sont issus d'aucun parti. Qui sont ces gens ?
pour vous? Écoutez, on verra samedi quel est effectivement l'ampleur du mouvement qui se joint au mouvement. Ce que j'ai pu constater en lisant les témoignages ici ou là, c'est que beaucoup d'entre eux, en fait, lors de la dernière élection présidentielle, ne s'étaient pas forcément exprimés, étaient abstentionnistes ou dans le vote blanc. Mais je vois qu'il y a aussi un agrégat, c'est-à-dire qu'il y a là des gens qui, à partir du carburant, ont agrégé d'autres personnes qui ont peut-être d'autres motifs. Vous redoutez cette journée ? Mais il faut toujours être attentif. Quand une partie du pays s'exprime, il faut toujours tendre l'oreille, naturellement, parce que je crois que ce qui a fait le succès et l'élan d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, c'était son ambition de réconcilier des Frances qui peut-être se regardaient un peu en chien de faïence. Justement, hier, il a fait un aveu d'échec. Hier, il s'exprimait depuis le Charles de Gaulle. Il a dit « J'ai échoué, j'ai pas réussi à restaurer la confiance, d'une certaine façon, entre les dirigeants et les Français ». Alors, je crois que pendant toute cette première année, il y a quand même eu un climat de confiance qui est revenu. Il y a eu énormément de mesures prises aussi pour la moralisation de la vie politique. Il y avait une telle défiance. Et il a néanmoins, le chef de l'État, permis de réconcilier les Français un peu avec la politique, en ce sens qu'il a mis autour de la table du Conseil des ministres des gens qui venaient pour la moitié de cette société civile. Et donc ça veut dire des mouvements comme les Gilets jaunes, on n'en voit pas souvent. Hein. Mais ça veut dire une chose, c'est-à-dire le chef de l'État a dit en méthode, il va falloir qu'on réfléchisse. Parce que, vous le savez, il y a aussi peut-être un certain nombre d'administrations qui parfois ne mettent pas tout à fait en œuvre avec la bonne volonté, traînent les pieds. Et donc le président de la République, il est clair, à partir du moment où il y a une feuille de route politique, où il y a une ambition, on ne peut pas imaginer que lorsque le président de la République veut avancer sur un chantier comme celui de la route nationale 2, je parle de ça parce que c'était lors de l'itinérance mémorielle de la semaine dernière, il a vu des sujets concrets pour lesquels les Français attendaient des solutions concrètes sur leur territoire. Eh bien, il n'est pas possible que un tel chef de bureau dise dans une réunion interministérielle, non, c'est pas possible. Lorsqu'il y a une ambition politique, lorsqu'on veut transformer profondément la façon dont on agit, eh bien, ça doit se matérialiser. Vous êtes optimiste pour le reste du quinquennat ? Oui, parce que... Sa popularité au président de la République est très basse. Oui, mais vous savez, je crois qu'il montre aux Français la différence avec toutes les alternances qui ont précédé. Là où, auparavant, souvenez-vous, chaque président, au bout de 2 ans, faisait un virage. Lui, il fait le choix de la cohérence. Et d'ailleurs, l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar, le notait ce matin. Le choix de la cohérence, oui. On n'est pas là pour faire voilà, un 180 degrés. On est là pour véritablement poursuivre avec constance ce pourquoi les Français nous ont fait confiance dans un contexte qui était ô combien particulier, parce que la France, elle bouillonnait en 2017. Elle bouillonne encore, hein, si j'en crois le mouvement de samedi. Non mais, soyons justes, elle a été apaisée pendant facilement 12 à 18 mois. Aujourd'hui se manifestent des signes d'impatience, et ça doit nous inciter, nous, à être d'autant plus rapide dans les mesures à prendre et à ne pas nous laisser entraver, encore une fois, par un certain nombre de bloquants administratifs ou autres. C'est Jean-Baptiste Lemoyne qui est avec nous dans les studios ce matin. Et maintenant, on va passer à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Semerjian qui va les poser. Jean-Baptiste face à face. Un seul Yves. J'aime beaucoup son prénom. Voilà. Très bon choix. Première question de Menton. Menton trouve que les Français sont minables en accueil des touristes. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en matière... Est-ce que c'est vrai? Non, en matière d'accueil, on a fait énormément de progrès. Regardez, on accueille de plus en plus de touristes asiatiques, de touristes chinois notamment. Eh bien, vous allez à l'aéroport de Paris. Désormais, il y a des traductions dans les trois langues, français, anglais, chinois. Et je crois que les professionnels, le président de l'UMIH, le président du GNI, souhaitent véritablement mettre l'accent... Exactement, souhaitent mettre l'accent sur la qualité de l'accueil, parce que nous sommes les champions du monde du tourisme. 90 millions de touristes internationaux vraisemblablement accueillis cette année. Mais il ne faut 10 de plus l'année dernière, alors? Non, on était à 87, plus 3, mais c'est important. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Et donc, oui, il faut continuer à améliorer l'accueil. Il faut continuer à améliorer également nos infrastructures. Il faut investir, rénover, réhabiliter un certain nombre de stations littorales et de montagne.
et créer de nouvelles infrastructures. Une autre réaction justement sur le tourisme. Doc, il se plaint de l'insécurité en France et selon lui, ça fait fuir les touristes. Alors, sur le sujet de l'insécurité, là aussi, on a pris le chantier à bras-le-corps. À l'époque, avec Gérard Collomb, on se souvient d'un certain nombre de faits divers, exactement de touristes du sud-est asiatique, souvent qui étaient ciblés. On a, sur les lieux emblématiques, vous prenez Montmartre, etc., déployé des effectifs voilà, qui permettent de juguler cela. D'ailleurs, il y a eu moins de plaintes enregistrées de la part de ces touristes internationaux. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Il y a moins de plaintes. Exactement, tout à fait, sur les sites touristiques et pour ces clientèles qui étaient visées. Donc c'est un travail qui se continue au quotidien et merci aux forces de sécurité pour ce qu'elles font. Question d'Antimac, qui est un fidèle du Figaro Live. Antimac, lui, vous demande ce que vous faites, vous, pour réduire le déficit du commerce extérieur. Alors 33,5 milliards d'euros. Alors déjà, ce qu'on fait avec Jean-Yves Le Drian, c'est qu'on monte cette équipe de France de l'export. Et donc, c'est pour augmenter nos exportations. Et quand on augmente nos exportations, plus 5% cette année, eh bien ça veut dire qu'on réduit le déficit. On peut réduire le déficit. Pour autant que les Français n'achètent pas plus à l'étranger. C'est quel cas? Ce qui peut être le cas. Et c'est là où on voit aussi une chose, c'est que le déficit commercial, il baissera véritablement le jour où on en finira avec la dépendance énergétique. Et on revient au sujet du carburant. Parce que le jour où la France, elle roulera électrique, ou elle roulera biocarburant, colza, etc., eh bien, elle n'aura plus besoin d'importer pour 20 milliards d'euros de produits énergétiques venant d'ailleurs. Donc la souveraineté nationale, c'est aussi justement la transition écologique. Nous, il se dit triste que les Français ne comprennent pas Emmanuel Macron. Il y a un problème, selon vous, un problème de compréhension entre les citoyens et les présidents? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop intello, notre président de la République? Je crois que hier soir, il a fait la démonstration qui était beaucoup dans la pédagogie, dans l'explication. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est tous les témoins, une information chasse l'autre. C'est excessivement difficile de montrer la cohérence et la constance d'une politique parce que nous sommes dans un va-et-vient continuel de l'information. Donc c'est important d'expliquer toujours. Il l'a fait et nous-mêmes, nous nous démultiplions dans les régions. J'étais mardi à Reims, je serai cet après-midi dans Lyon pour continuer à dire où on va. C'est important de donner le sens, la vision, où on va, où on veut aller dans 10 ans et comment on y va. Les Français comprennent ça? Mais je crois qu'on a peut-être encore des marges de manœuvre. Mais nous, c'est notre travail au quotidien. Une dernière question, justement. Vous parlez de Lyon. Aubin habite dans Lyon et il s'énerve car le débit de son Internet est très faible dans sa commune de Lyon. Vous êtes conseiller départemental de Lyon. Ça vous parle, ce problème de connexion? Bien sûr, bien sûr. Nous avons voté au conseil départemental de Lyon, justement, un plan de déploiement du très haut débit et il est en voie de résorption. Maintenant, je conçois que ça fait tellement d'années que les gens attendent qu'ils puissent être excédés. Aubin rappelait qu'il y a 10 ans déjà, vous aviez promis, vous, parce que vous étiez maire ou député ou non, j'étais conseiller départemental. Vous aviez déjà parlé de ça et ça n'a pas changé. Il est déçu. Alors, il y a un plan qui a été mis en place. Maintenant, vous savez, dans ma commune de Valery, par exemple, les travaux sont en train de se faire, mais c'est partout dans le département, ailleurs comme ça. Je crois que grâce à Julien de Normandie, qui a fait un gros travail aussi là-dessus, maintenant, on a aussi un peu pris entre quatre yeux les opérateurs de téléphonie pour augmenter le déploiement du nombre de pylônes en 4G, parce que c'est aussi une façon d'accéder à Internet à très haut débit. Et donc, il y a un plan de plusieurs milliers d'antennes qui va être déployé. Vous serez où samedi? Vous serez où samedi? Eh bien, samedi, je serai dans mon territoire. C'est-à-dire dans Lyon? Oui. Au milieu des Gilets jaunes? Au milieu des Iconais. Vous irez à leur rencontre? Au milieu des Iconais. Est-ce que vous irez à leur rencontre aux Gilets jaunes si vous trouvez des rassemblements de Gilets jaunes? Mais vous savez, j'ai pas besoin d'aller à un rassemblement de Gilets jaunes pour savoir ce que les Iconais, les Français, attendent. J'étais le 11 novembre au pied du monument aux morts à Valery et c'est l'occasion, justement, d'avoir sans filtre, en direct, des appréciations positives ou nuancées sur notre action. Et vous savez, c'est ça la force d'être un élu local en même temps que d'être au gouvernement. Les Iconais, les habitants de Lyon. Exactement. Voilà. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, y compris à celles des internautes. Et merci à Jean-Baptiste, un autre Jean-Baptiste Semerjian, de s'être fait votre interprète. À demain pour de nouvelles aventures.